Voilà, alors pour pouvoir maintenant échanger sur l'ensemble des résultats, on va pouvoir démarrer cette première table ronde. Donc j'appelle à me rejoindre le docteur Dominique Andréotti, adjointe aux solidarités, au troisième âge, aux personnes handicapées, au CCAS à la mairie de Toulon. Jean-Paul Faure, qui est directeur de l'autonomie du département du Var. Le professeur Olivier Guérin, maire adjoint de Nice, professeur de gériatrie au CHU de Nice et président de la Société française de gériatrie et gérontologie. Le docteur Diane Pulvinis, de l'équipe médicale de territoire de l'ARS, de la délégation départementale du Var, et Serge Guérin, que je ne présente plus, président du conseil scientifique de la Fondation. Merci beaucoup, bonjour à tous. Ah bah tiens, viens là, à côté de moi. Eh ben, ça tombe bien, on va commencer avec toi. Je te passe le micro. Alors là, on l'a vu à travers les résultats du baromètre, on voit, on commence à percevoir la place des seniors dans la société d'aujourd'hui. Est-ce que, selon toi, ces tendances vont se confirmer dans l'avenir? Est-ce qu'il y a une sorte de révolution des seniors qui va s'installer? Alors oui, de fait oui, puisque souvent on essaie de rappeler qu'avoir 80 ans en 2019, c'est pas la même chose qu'avoir le même âge, je sais pas moi, en 1949 ou en 1979. Donc on voit bien, si on prend l'exemple par exemple de l'Internet, bon évidemment en 1949, c'est étonnant, aucune personne de plus de 80 ans ne souhaitait utiliser Internet. Mais c'est étonnant, les plus de 20 ans ne souhaitaient pas non plus, puisque ça n'existait pas. Donc voilà, c'est aussi qu'il y a aussi des réalités comme ça, mais on voit bien que simplement les gens, ils sont aussi touchés par leur environnement. Et on en parle, ils l'ont utilisé peut-être à 40 ans, peut-être à 50 ans, donc ils continuent ou ils ont envie de pouvoir continuer. Ça, c'est je crois, la première chose. Et la deuxième chose, c'est on voit bien dans le baromètre, quand on voit la notion de sentiment d'utilité, les gens commencent par dire c'est moi être autonome. Et c'est quand même peut-être la grande promesse depuis les Lumières. Hein. Nos sociétés modernes, c'est des sociétés qui nous permettent d'être autonomes. Alors l'éducation, par exemple, se libérer de certaines croyances et ainsi de suite, c'est un peu ça. Et donc la promesse de l'autonomie, c'est quelque chose que je porte au plus profond de moi. Et avant de pouvoir être utile à qui que ce soit, encore faut-il que je sois utile à moi. Et d'une certaine manière, pour que les autres comptent sur moi, il faut déjà que moi-même, je puisse compter sur moi. Exactement, cette volonté de rester acteur, justement, acteur de sa vie. Alors, Dominique Andréotti, ils veulent, les seniors aujourd'hui, démontrent qu'ils veulent rester acteurs, ils se sentent des citoyens à part entière. D'autres résultats du baromètre démontraient également que, ils ont le sentiment de ne pas être suffisamment perçus à leur juste valeur par la société. Comment, justement, vous, en tant qu'élu local, vous les associez finalement aux décisions qui les concernent au niveau du territoire? Alors, c'est vrai que les personnes âgées sont une population très importante et que la ville de Toulon y consacre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Je crois que le passage quand même en institution et le fait pour une personne âgée d'accepter de rentrer dans une résidence autonomie, dans un EHPAD, c'est pour elle quand même une rupture dans la vie qu'elle avait auparavant, dans laquelle elle se sentait utile à la société. Et donc, de rentrer en institution, c'est plus compliqué pour elle. Elle se sent, entre guillemets, diminuée dans une société où le jeunisme est prôné. C'est vrai que nous avons souhaité, à la ville de Toulon, proposer à tous les seniors, justement pour prévenir cette entrée dans la perte d'autonomie, beaucoup d'activités, que ce soit des activités sportives, des activités intellectuelles, la participation à des concerts, la participation même à des cours de langues étrangères, l'accès à l'Internet. Et c'est vrai que c'est important pour eux, finalement, de prévenir cette perte d'autonomie par des activités qui leur sont proposées par la ville de Toulon à des prix défiant toute concurrence. Merci beaucoup. Professeur Olivier Guérin, vous êtes professeur en gériatrie, mais également acteur politique.
Nous avons parlé des seniors citoyens. Mais qu'en est-il des patients? Les patients aussi aujourd'hui veulent être de plus en plus associés aux décisions qui les concernent. Ils veulent également partager leurs expériences avec d'autres patients, mais aussi avec des professionnels de santé. On parle de patients experts. Comment est-ce que vous arrivez à sensibiliser les professionnels à ce nouveau statut du patient? Alors cette place des patients spécifiques et des patients experts, et notamment des patients experts âgés, il faut, je pense, prendre quelques secondes pour se resituer et pourquoi nous en avons un tel besoin. Les besoins de santé publique ont considérablement évolué sur les 50 dernières années. Notre système de soins, lui, n'a pas beaucoup changé. Je vais m'expliquer. Et ça joue beaucoup sur finalement le changement de paradigme de la prise en soins. Quand on a créé la sécurité sociale, les 3/4 des remboursements, c'était pour du soin aigu, 1/4 seulement pour le soin chronique. Avec les 6 heures de vie qu'on a gagnées chaque jour pendant 70 ans, vous savez que maintenant, c'est plus trop le cas, probablement par les limites du système, notamment de prise en soin de la population française, mais on a gagné énormément en longévité. La modification des besoins de santé publique, elle est passée du soin curatif, de l'aigu, vers la gestion de la pathologie chronique et de la polypathologie chronique. Or, ce changement de paradigme du curatif vers le fonctionnel, parce que quand on a des maladies chroniques, on n'en guérit pas. Le but, c'est de les stabiliser le maximum possible, puisque ce sont elles qui, lorsqu'elles décompensent, construisent petit à petit la perte d'autonomie. Donc l'enjeu clé, il est sur la bonne gestion de la pathologie chronique. Ce que notre système de soins est un foutu de faire à l'heure actuelle. Il faut être lucide et clair. Pour restructurer cette offre de soins dans ce cadre-là, dans cette volonté de fonctionnel, on a besoin des patients. On a besoin des patients experts. Ce sont eux qui connaissent leur maladie. Et ce sont surtout eux qui savent ce qu'ils veulent en termes de fonctionnement. Aller chercher leurs petits-enfants ou leurs arrière-petits-enfants à l'école. Le rôle des sanitaires, c'est d'organiser tout le système pour répondre à leurs demandes. Et pour répondre à leurs demandes, il faut déjà qu'ils puissent exprimer leurs besoins. Merci beaucoup. Alors justement, voilà, on vient d'en parler, docteur Diane Pulvénis. On le voit également dans les résultats du baromètre, que les maisons de retraite ont plutôt une bonne image. Enfin, c'est plutôt la bonne surprise de ce baromètre. Encore faut-il qu'elles puissent justement s'adapter et répondre à ces besoins très personnalisé, d'avoir un accompagnement vraiment centré sur le patient, sur le senior. Comment finalement faire en sorte aujourd'hui que ces établissements, ces maisons de retraite puissent s'adapter finalement à cette prise en charge très personnalisée, alors qu'on est dans un fonctionnement du tout collectif. Voilà, comment en fait réussir cette transition? Je crois qu'au-delà de la question des moyens, qui est réelle dans ce secteur, même s'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits ces dernières années, je pense que ça renvoie beaucoup à la capacité d'innovation justement organisationnelle des EHPAD. Et je le dis d'autant plus que j'ai dans ma vie précédente, dans un poste précédent, dirigé des EHPAD. Donc j'étais gestionnaire aussi d'établissements. Et je sais qu'on peut encore beaucoup gagner en souplesse organisationnelle et en innovation organisationnelle. Alors, au-delà de l'exemple que tout le monde connaît de laisser le choix aux personnes âgées de prendre leur café le matin avant la toilette ou vice-versa, ou de préférer les horaires que souhaitent les équipes, on peut aller évidemment beaucoup plus loin. C'est ce que nous faisons dans la région, entre autres, avec le conseil départemental et en tant qu'ARS avec les établissements, en expérimentant et en incitant les établissements à expérimenter de nouveaux dispositifs. Je vous donnerai juste 2-3 exemples rapidement pour que ça soit plus concret. Par exemple, on crée des PASA de nuit. Tout le monde connaît les PASA de jour, mais on peut aussi mettre en place des PASA de nuit pour aider les personnes âgées qui ont des troubles du comportement majeur au moment de l'endormissement, qui est un moment de grande angoisse, et pour aider toute la structure, puisque c'est de la déambulation, de l'agitation, des cris nocturnes. Et on peut mettre en place, grâce à ces PASA de nuit, des thérapies, bien sûr non médicamenteuses, personnalisées, qui permettent d'apaiser ces personnes et d'apaiser toute la structure. Et ce qu'on a observé, on l'expérimente depuis 2 ans, c'est qu'on a bien sûr un climat beaucoup plus apaisé dans l'EHPAD, une prise en charge vraiment personnalisée de l'agitation de chaque personne,
parce que la thérapie n'est pas la même en fonction de toutes les personnes, et une baisse de la prescription de psychotropes, hors antidépresseurs, sur tous les EHPAD. Voilà un exemple de personnalisation par l'innovation. Rapidement, un autre exemple, on met en place des EHPAD hors les murs. C'est-à-dire, on demande à des EHPAD d'être la base arrière de personnes âgées fortement dépendantes qui sont à domicile, avec une télésurveillance, bien sûr, la capacité d'intervenir, si nécessaire, pour le personnel la nuit à domicile, et la capacité pour l'EHPAD à accueillir en urgence. C'est trouver un peu ces souplesses organisationnelles, je pourrais vous en décrire d'autres, mais ça serait trop long, en partant du vécu des personnes âgées dans les EHPAD. Et là, je crois qu'on peut découvrir qu'on a des marges d'organisation. Oui, tout à fait. Et effectivement, toutes ces expériences partent du terrain et de la bonne connaissance des professionnels, justement, des résidents qui les entourent. Et c'est eux qui font preuve d'innovation au quotidien. Alors, on espère que dans le cadre de la concertation qui a été lancée par Madame la Ministre sur la future loi autonomie grand âge, justement, ces souplesses d'organisation seront rendues possibles et valorisées. Alors justement, Monsieur Faure, comment est-ce que le conseil départemental, à son niveau, accompagne également ces changements, que ce soit en établissement ou à domicile ? Alors déjà, avant de dire quels sont les changements que nous accompagnons au département, il faut recibler ce qu'est le département en matière de population âgée. Madame de Palens l'a dit en introduction, 126 000 personnes de plus de 75 ans, plus 10 000 de plus de 80 ans à l'orée 2024. Donc ça veut dire que le département est atypique par rapport au territoire national, parce que nous avons une population qui est plus âgée que la moyenne nationale, qui est plus dépendante que la moyenne nationale, mais également plus pauvre que la moyenne nationale. Donc ça veut dire qu'il faut que les collectivités, notamment le département, accompagnent ces changements-là. Premièrement, et Mme de Palens l'a souligné également, le nouveau schéma du département, schéma de l'autonomie qui va être signé normalement cette année, qui va être voté par nos élus cette année, fera de l'inclusion des personnes âgées et aussi des personnes en situation de handicap une des priorités. Parce qu'on voit bien qu'il y a entre le tout établissement, mais également le tout domicile dans notre organisation, toute une série d'actions à mener, alors le docteur Pulvénis en parlait, d'actions innovantes pour trouver de l'intermédiaire entre ces deux situations, le domicile et l'établissement. Je pensais notamment à l'habitat inclusif. Donc le département du Var va accompagner ces changements, mais ce que nous attendons aussi de ce grand débat sur l'autonomie, c'est une meilleure lisibilité du financement de la dépendance. Je crois qu'on n'est pas les seuls à le dire. La dépendance aujourd'hui est financée en partie par le département, par l'ARS, et cela est très compliqué aussi bien pour les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées, mais également pour les acteurs qui soient comme vous, gestionnaires, mais également décisionnaires ou administratifs. Donc je crois qu'il faut vraiment que dans notre pays, on ait une meilleure lisibilité et vraiment une meilleure clarification de cela, aussi bien pour la dépendance au sein des établissements, mais également du secteur à domicile. Merci beaucoup. Alors Serge, autre enseignement de ce baromètre, ce sont les inégalités entre les femmes et les hommes qui se creusent, qui augmentent avec l'âge. Comment, voilà, en tant que sociologue, tu analyses finalement cette fracture ? Alors c'est vrai que je crois qu'un des éléments, en plus quand on parle des femmes et des hommes, il faut aussi rappeler que dans les métiers du soin, les femmes sont assez majoritaires. Et quand je dis assez majoritaires, c'est juste du 98%. C'est 82%, je crois, chez Corian. Donc il faut aussi se rappeler de ça. Et parfois, d'ailleurs, des gens qui peuvent être dans leur métier accompagnés d'autres, mais qui eux-mêmes sont parfois en difficulté, femmes seules qui élèvent des enfants et ainsi de suite. Donc il faut aussi intégrer tout cela. Et c'est vrai que c'est très symptomatique. Globalement, 80% des hommes, ça va, quel que soit l'âge. Et pour les femmes, 75%, puis après 57%. Donc on voit aussi des éléments très forts. Alors tout simplement, le premier, et c'était quand Jean-Paul Faure parlait de la difficulté à comprendre les choses, c'est aussi ça, c'est une des raisons pour lesquelles ça ne va pas bien, c'est que ce sont souvent les femmes qui sont en charge pour des raisons culturelles, historiques, biologiques, tout ce qu'on voudra, à se préoccuper de ces questions-là. Et c'est elles qui se prennent en pleine tête l'incompréhension totale des systèmes. Et donc rien que ça, déjà, ça ne vous permet pas de très bien vivre quand vous ne savez pas du tout le clic, le cloc, le clac. Au bout d'un moment, vous prenez une baffe, quoi. Et donc du coup, ça devient un peu sportif. Le deuxième élément, c'est que ce sont souvent les femmes qui elles-mêmes ont justement accompagné un proche, parfois un parent d'abord, un père, une mère, puis après le compagnon, quand il n'y a pas eu dans la vie à accompagner aussi un enfant. Donc tout ça finit quand même par fatiguer très fortement. On rappellera une chose toute bête, c'est que pour l'instant, et de manière très nette, les retraites des femmes sont très en dessous des retraites des hommes. Donc il y a tout simplement une question
de pognon, comme dirait le président de la République, assez élevé. Donc ça aussi, ça n'aide pas à bien vivre les choses, quoi. Donc tout cet ensemble-là montre qu'on est quand même dans une situation très très particulière. Et il y a certainement une action spécifique à mener, à la fois vers les femmes les plus âgées, mais aussi plus largement vers cet ensemble. Et puis on dira aussi, il faut quand même rappeler, on parlait là, 39% voudraient avoir une connexion Internet et tout ça dans la maison de retraite, mais il faut quand même rappeler qu'une femme qui a, je sais pas moi, 85 ans ou 90 ans, elle est née à un moment donné, peut-être dans une petite ville, dans un village, où il y avait peut-être même pas un téléphone fixe. Et dans une vie, elle a eu un nombre de changements. Quand on dit les digital natives, les millennials, enfin toutes ces conneries sur les nouvelles générations, ah c'est extraordinaire, oui c'est extraordinaire, ils ont su passer de la version 7 à la version 8 de tel ou tel téléphone. Mais là ce sont des dames, des personnes qui sont passées en une vie de pas de téléphone du tout à un téléphone portable, de pas de radio à des radios, de pas de télévision, ainsi de suite. Donc c'est aussi de l'euro et tout ce qu'on voudra, de la mondialisation. Enfin c'est quand même des gens qui ont eu à vivre, je crois qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité une génération qui a eu à vivre autant de changements. Et bien, au bout d'un moment, ça finit peut-être par un petit peu fatiguer aussi. En tout cas, c'est preuve d'une capacité d'adaptation qui est assez hors norme. Et effectivement, je pense que les jeunes générations vont peut-être en prendre de la graine. Madame Andréotti, voilà, on parlait des inégalités hommes-femmes, mais on voit aussi qu'il y a une forme de discrimination finalement de la société, une sorte d'agisme qui est presque intégré par les seniors eux-mêmes. Alors, comment essayer de lutter contre ça et finalement réaffirmer les droits fondamentaux des seniors? Est-ce qu'il faut en arriver là d'ailleurs? Non, je pense qu'il faut au contraire continuer à les intégrer dans les questionnements que se pose la société. Je constate qu'effectivement, dans nos services, dans nos clubs de retraités, ce sont souvent des personnes qui sont encore dynamiques, qui organisent des choses, qui se sentent encore utiles, puisque c'est le thème de la matinée, et qui ont encore la forme pour l'assurer. Ce qui peut être une gêne, finalement, à continuer à avoir une activité, une présence dans la société, c'est leur handicap physique, parce qu'en vieillissant, on commence à avoir des maladies, on commence à avoir des douleurs, on commence à moins se mobiliser. Donc, soi-même, on s'auto-censure pour participer à des activités, mais intellectuellement, on a beaucoup de seniors qui participent encore à la vie de la société, et c'est fort heureux. Alors effectivement, le fait de rester en bonne santé est un enjeu majeur et permet justement de garder son pouvoir de décision, de rester autonome. Mais finalement, comment fait-on voilà, quand on avance en âge, quand on est dans une zone où il n'y a plus forcément de médecins traitants, il n'y a pas d'infrastructure de santé. Voilà, alors se développe la télémédecine, la e-santé, les téléconsultations. Voilà. Est-ce que vous constatez dans votre pratique justement l'essor de ces nouvelles façons finalement de consommer la santé? Bien sûr, la digitalisation de la santé, c'est un élément clé qui modifie avant tout. Quand on parle de digitalisation de la santé, il faut quand même revenir aux bases, c'est-à-dire que tout ça, ce ne sont que des outils. Les clés derrière de réussite, de déploiement de ces outils, parce qu'ils répondent effectivement à des besoins, c'est les enjeux que l'on a sur nos organisations. Si nous ne sommes pas matures pour modifier nos organisations, vous pouvez mettre les outils que vous voulez, ça ne changera pas grand-chose. Donc on est vraiment dans cette digitalisation, effectivement. Et ce n'est pas le problème de la télémédecine, qui est déjà quelque chose d'éprouvé et d'ancien. C'est globalement la e-santé, c'est la révolution des objets, de l'Internet des objets, donc de l'ensemble des capteurs que l'on peut mettre, par exemple, sur du domicile, que ce soit en ambiant ou en portée pour suivre les maladies chroniques, éviter ces fameuses décompensations, éviter de rentrer dans le système sanitaire et surtout pas par la porte des urgences, ce qui est la pire des choses possibles pour on va dire, prévenir la perte d'autonomie lorsqu'on est un sujet âgé polypathologique. Je rebondis sur ce qu'il disait Serge sur ce raccourcissement du temps de l'innovation, parce que là on est sur l'innovation digitale. C'est vrai que la génération de ceux qui arrivent maintenant à 80 ou 90 ans ont connu des ruptures d'innovation extrêmement importantes. Nous allons en connaître encore plus et encore plus vite et de manière encore plus brutale. C'est-à-dire que ce raccourcissement-là, il est permanent. Donc nous, je pense que nous aurons connu, lorsque nous aurons 90 ans, beaucoup plus de mutations profondes que ce qu'ont connu les 90 ans actuels. Je tiens à le préciser quand même.
sans que ça ne soit pas généré d'anxiété. Hein. C'est a priori quelque chose qui est censé nous aider. Parce que, encore une fois, et pour terminer, ces outils numériques n'ont de sens que s'ils rajoutent de la qualité de service, évidemment. Et pour rajouter de la qualité de service, ça va revenir un peu à votre première question sur les patients experts, l'innovation doit être co-construite. Et c'est vraiment ça, hein, ce qu'on essaie de faire, ces stratégies dites de Living Lab. La métropole Nice-Côte d'Azur passe sur des stratégies différentes avec l'OMS, qui sont des stratégies dites de City Lab, c'est-à-dire que c'est la métropole elle-même qui devient un champ de diffusion de l'innovation. Mais pour réussir ce champ de diffusion de l'innovation, notamment en santé, ça nécessite de remettre l'innovation dans le bon sens, donc de partir de ce qu'on appelle la détection des besoins avec les usagers, donc nos patients potentiels ou nos sujets âgés sur les champs de prévention d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas que le sanitaire en tant que tel. Et derrière, la co-conception de l'innovation. Et pas, vous savez qu'en ce moment, l'innovation numérique, c'est ce qu'on appelle surtout du pull technologique, c'est-à-dire que du push technologique, c'est-à-dire que finalement, on plaque 90% de ce qui sort, c'est construit par des ingénieurs et après on essaie de trouver des usages, et que 10% dans l'autre sens. Or, c'est dans l'autre sens que ça marche, c'est-à-dire qu'il faut qu'on inverse et que la majorité de l'innovation numérique dans le champ de la santé, du bien-être et de la prévention soit co-construite avec les usagers et après, les ingénieurs fabriquent les dispositifs, produits, solutions, services qui correspondent aux besoins qui ont été identifiés. Merci beaucoup. Oui, effectivement, c'est un enjeu majeur, notamment pour toute cette phase amont de prévention et au domicile, l'adaptation effectivement du domicile des seniors et tous les progrès finalement que permettent ces objets connectés et la e-santé en général. Si vous m'autorisez une dernière phrase, encore une fois, on peut tout faire à l'heure actuelle, quasiment. Le problème majeur, c'est que nos organisations de la prise en soin, au sens large, ne sont pas matures pour répondre à cette capacité-là que nous offrent les objets digitaux au sens large. Encore une fois, un produit, solution et service. Merci beaucoup. Alors justement, Jean-Paul Faure, sur cet aspect particulier de la digitalisation, notamment au domicile, voilà, est-ce qu'il y a des actions, des expérimentations qui sont mises en place par le département et qui pourraient être ensuite pérennisées? Bien sûr. Alors déjà, le département préside la conférence des financeurs sur le département, l'ARS à la vice-présidence. La conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie sur le département permet de financer des actions collectives de prévention de la perte d'autonomie. Et en 2018, il y a eu à peu près 350 actions collectives de prévention de la perte d'autonomie organisées sur le département du Var pour à peu près 900 000 €. Et ces actions collectives ont permis d'accompagner les personnes sur une meilleure compréhension de la numérisation. Donc ces ateliers de numérisation ont eu un fort succès en 2018. Donc on continue d'accompagner cela parce que cela permet de prévenir la perte d'autonomie. Deuxièmement, le département aussi, à travers la télégestion pour les services d'aide à domicile, permet aussi aux aidants, aux personnes éloignées de leurs aînés, de pouvoir avoir un suivi Internet des heures d'aide à domicile qui ont été pris en charge auprès de la personne âgée. Et également, nous réfléchissons côté département du Var à mettre en place un dossier d'aide, dossier de demande de l'APA qui serait numérisé, dématérialisé. Et cela nécessite bien sûr un accompagnement des personnes parce qu'on voit bien que l'accès au droit aujourd'hui, au droit administratif, se fait par le digital. Mais pour cela, il faut qu'on accompagne les personnes à pouvoir y avoir accès. Merci beaucoup. Docteur Diane Pulvénis, on va essayer de conclure sur une note positive. C'est vrai que voilà, tous les professionnels ici seront d'accord. Quand on parle des maisons de retraite, on parle de lieu de vie. Voilà, comment, selon vous, faire tomber voilà, toutes ces idées reçues, démontrer que la vie ne s'arrête pas, que les projets ne s'arrêtent pas avec la maladie et l'avancée en âge? Je crois qu'il faut déjà être tout à fait conscient du diagnostic, et le professeur Guérin en a parlé, Serge Guérin en a parlé, notre diagnostic en termes d'organisation, hein, une ARS ne s'occupe pas des EHPAD, vous le savez, elle déploie une politique de santé. Nos organisations sont totalement illisibles, elles sont structurellement mal organisées, avec, pour différentes raisons, pour des raisons historiques, filmé. avec...
Vous voulez que je me tourne dans Non, je dis attention, on est filmé. Ah oui, mais vous allez voir combien ces propos peuvent être assumés dans la deuxième partie de mon propos. Il y a une bicéphalie du décideur entre l'ARS et le conseil départemental. La même personne âgée qui voit un SIAD arriver à 15h chez elle et un SAD à 16h. Le SIAD est sous l'autorité de l'ARS et le SAD sous l'autorité du conseil départemental. Il y a un système de santé, comme le professeur Guérin l'a rappelé, qui est structurellement organisé pour répondre aux curatifs, aux problèmes aigus, et qui est peu organisé pour faire de la prévention et du suivi des maladies chroniques. Il y a le fait que quand on est une personne âgée, on a à la fois des problèmes de santé, mais on a aussi besoin de prestations et d'aide sociale, avec dans ce champ encore une extrême complexité des organisations entre ce qui relève d'un conseil départemental ou des différentes caisses de retraite, qui n'offrent évidemment pas toutes les mêmes prestations. Donc ça, c'est un diagnostic que je crois nous partageons tous, système structurellement très complexe, qui est proche d'une chinoiserie, et dans lequel les personnes âgées, leurs proches, mais même les professionnels de santé, en particulier les médecins de ville, ne se retrouvent pas. Et c'est la raison pour laquelle, dans le Var, l'ARS, depuis 2 ans, avec ses partenaires, copilote avec le conseil départemental, avec les caisses de retraite, avec la CEPAM, avec les représentants des professionnels libéraux, avec les hôpitaux, avec les représentants du médico-social, un programme qui vise vraiment à ce que nous travaillions sur cette question des organisations décloisonnées pour éviter l'arrivée des personnes âgées aux urgences qui auraient pu être anticipées. Et il faut qu'on travaille sur l'interstitiel, il faut qu'on décloisonne, qu'on coordonne et qu'on anticipe. Donc depuis 2 ans, on pilote ce programme qui a déjà, pour vous illustrer un peu les avancées, permis de progresser dans le Var de façon intéressante. Nous avons mis en place des plateformes territoriales d'appui pour les professionnels de santé, tous les professionnels, pour qu'il y ait un lieu unique où ils peuvent s'adresser dès qu'ils ont une problématique complexe avec une personne âgée, qu'elle soit sanitaire, médico-sociale et sociale, et c'est pour ça que ce copartenariat est essentiel. Et d'autres raisons, d'autres structures d'ailleurs se développent de ce type dans la région, et à Nice entre autres une structure a été un modèle aussi pour nous, le C3S. Mais dans le Var, nous sommes allés plus loin. Nous avons maillé le département en équipes mobiles gériatriques qui vont au domicile des personnes âgées, voir les personnes âgées dans leur environnement, d'autant plus important que les médecins généralistes ne feront quasiment plus de VAD. Nous créons des équipes mobiles de psychiatrie du sujet âgé qui vont aussi au domicile voir les personnes âgées dans leur entourage. Et vous savez que la souffrance psychique dont on ne parle pas, mais qui est en filigrane quand même de toutes ces questions, est un sujet essentiel. Et dans ce cadre-là, cette année, nous allons expérimenter de la téléconsultation justement avec ces équipes mobiles de psychiatrie externe. Nous travaillons sur un sujet qui était aussi en arrière-plan de votre intervention, Monsieur Guérin, qui est le sujet du repérage, de l'anticipation et du repérage, pour éviter justement que les personnes âgées en situation de crise. Donc, par exemple, 2 exemples pour l'illustrer, nous avons avec les hôpitaux mis en place un système, nous faisons sur l'Est, on va bientôt le faire aussi à Toulon sur l'Ouest, un système d'alarmatisme qui fait qu'une personne âgée, quand elle arrive aux urgences, qu'elle n'est pas hospitalisée, mais qu'on a repéré qu'elle présentait des critères de fragilité, est systématiquement signalée à la plateforme d'appui pour que le relais soit pris en ville. Nous formons les personnels des SAD qui vont à domicile pour qu'ils repèrent la personne âgée qui est presque en rupture de maintien à domicile. Voilà, c'est tout un exemple. Nous travaillons sur la sortie d'hospitalisation pour qu'avant même la sortie d'hospitalisation, les rendez-vous avec l'infirmière libérale, le médecin généraliste soient pris. Donc on travaille avec nos partenaires parce que c'est forcément multipartenarial, parce que ce sont des questions d'organisation, comme vous l'avez dit, et on doit travailler l'interstitiel des institutions dans notre système. Et je pense que c'est notre rôle de décideur public de faire ça, et que c'est en faisant ça que la personne âgée pourra être autonome, justement, autant que faire se peut. Et puisque vous souhaitiez une note un peu positive, moi, je pense à la phrase de Montaigne, « Je veux que la mort me trouve plantant mes choux, insoucieux d'elle, et encore plus de mon jardin inachevé. » C'est joli, hein? Merci beaucoup, c'est magnifique. Peut-être un dernier mot peut-être sur l'utilité, parce que je n'ai pas eu l'occasion de m'exprimer là-dessus. Je voulais vous dire aussi que... on le passe souvent sous silence, mettre une charge est aussi une utilité. Parce que la charge que représentent les personnes âgées pour l'organisation, pour notre société, est importante. Pour le département du Var, c'est 300 millions d'euros de budget. Pour les personnes âgées et personnes handicapées, pour un budget global de 1 milliard. Et on sait combien le RSA, l'APA et la PCH mettent en difficulté les finances du département. Je crois qu'il ne faut pas oublier cela, qu'être une charge est aussi une utilité.
parce que la manière dont on s'occupe de la fragilité est transformante pour notre société. Et en s'occupant des plus fragiles, en tout cas des personnes âgées, c'est aussi une manière pour notre société de s'organiser, de s'humaniser. Donc ça, il ne faut pas l'oublier quand on parle des personnes âgées, cette utilité-là. Oui, tout à fait, vous avez raison. Et puis peut-être aussi se rappeler tous ici, et je pense qu'on est tous convaincus que vieillir, c'est une chance. Hein. Parce que l'autre alternative, elle est quand même pas très heureuse. Non, non, mais complètement, mais c'est tout l'enjeu de ces matinales, et c'est bien pour ça que on organise ces tables rondes avec les acteurs locaux et les professionnels pour changer le regard. Ma question était bien entendu volontairement un petit peu provocatrice, parce que je pense qu'on est tous convaincus ici et que c'est plutôt positif ce qui se passe dans les structures. Il faut donner en exclusivité l'étude que nous avons faite. Je te laisse. Les gens qui ont participé aux matinales, depuis que les matinales existent, ont un gain d'espérance de vie de plusieurs années. Donc il faut le dire, il faut que vous le sachiez. C'est scientifiquement prouvé. C'est scientifiquement prouvé. Très bien, mais merci à tous en tout cas pour votre participation. Nous avons un petit peu de temps pour échanger avec vous. Donc si vous avez des questions pour nos intervenants, n'hésitez pas, on va faire passer des micros. Bonjour, donc je suis Thierry Olecker, je travaille pour l'association Alzheimer et Danvar et je voudrais revenir sur l'étude justement. Vous dites être utile, c'est aussi aider ses proches, peu importe son âge. Est-ce que c'est un élément qui ressort de l'étude? Oui, alors très, très fortement, on voit bien. D'ailleurs, c'est intéressant parce que pendant très longtemps, on a dit la famille, ça n'existe plus, c'est ringard et tout ça. Et ce qu'on voit bien aujourd'hui, c'est que dans des moments de crise, de difficulté, vers quoi on se retourne, c'est aussi sa propre famille. Et en effet, le fait de pouvoir aider, alors c'est une aide parfois, par exemple, pécuniaire. Et donc là, dans la période récente, quand un certain nombre de personnes, on a réduit leurs moyens, une des souffrances, c'est de se dire, mais les 50 € que je pouvais donner à mes petits-enfants, je ne peux plus les donner parce que hausse de la CSG, ou des choses comme ça. Et donc il y a un sentiment très très fort, un besoin très très fort, justement de dire, j'ai besoin, pour me sentir bien, de me dire que mes proches peuvent compter sur moi. Alors, ils peuvent compter sur moi parfois physiquement, parfois psychologiquement et parfois matériellement. Et parfois les trois. Mais ce sentiment de se dire je peux encore, entre guillemets, servir mes proches est quelque chose en effet qui est extrêmement important, qui est absolument nécessaire à l'estime de soi tout simplement. Merci. Si je peux rajouter, dans ce sentiment d'utilité, il y a quelque chose qui est très important à développer, c'est le lien intergénérationnel. Et c'est vrai que faire rentrer dans des résidences autonomie des enfants, des adolescents, voire même des enfants de maternelle, développer des séjours intergénérationnels, ça permet aux personnes plus âgées de se sentir utiles en montrant leur expérience. On a fait un séjour intergénérationnel l'année dernière où on a mis donc des seniors avec des jeunes adolescents. Et les seniors ont appris aux ados à jouer aux boules, à la pétanque, on est dans le sud, et les ados ont appris aux seniors à danser le hip-hop. Et c'est vrai que ça a été très riche parce que les uns ont pu montrer ce qu'ils pouvaient apporter aux autres. Et je crois que se sentir utile, c'est aussi transmettre quelque chose à des plus jeunes. Et donc favoriser le rapprochement le plus possible de personnes seniors avec des personnes plus jeunes, c'est quelque chose qui peut être très utile à se sentir utile. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Bonjour, je suis Rémi Choc de l'agence Petit-Fils d'aide à domicile à Sanary-sur-Mer. Et je reviens sur les chiffres que vous avez présentés au début. Sur les moyennes européennes, j'imagine, c'est des moyennes sur les différents pays. Est-ce qu'il y a des différences, est-ce que vous avez constaté des différences significatives, notamment entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, par rapport à ce type de prise en charge ? Alors effectivement, il y a des différences assez flagrantes. Alors, notamment sur le sentiment de bien-être et d'utilité, qui est beaucoup plus fort dans les pays du Nord, en Belgique et en Allemagne, que dans les pays latins, et plus particulièrement en Italie. L'Italie, où le schéma familial traditionnel est encore pourtant bien ancré. Beaucoup d'aînés vieillissent auprès de leurs enfants, mais paradoxalement, ils souffrent d'un sentiment de solitude beaucoup plus important
que les seniors allemands ou belges, qui sont moins justement dans cette relation familiale, mais qui ont un lien beaucoup plus fort avec la société, leurs voisins, voilà, leur entourage. Et donc effectivement, voilà, c'est assez contradictoire avec ce qu'on pourrait penser de prime abord, mais en tout cas, le modèle germanique et belge semble procurer plus de bien-être et de sentiment d'utilité. Oui, bonjour, Christophe Maïka, Société Orlac. J'ai une question pour le docteur Pulvenis à propos des SPACAD. Vous parliez d'organisation. Ça, c'était une tentative de joindre les services infirmiers aux services à domicile. Visiblement, ça ne prend pas. Je voulais avoir votre avis sur la question. Effectivement, pour l'instant, on observe des difficultés de fonctionnement et on a justement ici Madame Andréotti, parce qu'il y a 2 SPACAD qui sont expérimentés dans le Var et un est porté par le CCAS de Toulon. Et je pense qu'elle pourra plus de l'intérieur, puisqu'elle gère à la fois le SIAD et le SAD devenu SPACAD, nous expliquer pourquoi c'est difficile d'acculturer comme ça ces fonctionnements, outre la bicéphalie dont on a parlé tout à l'heure. Merci. C'est vrai que nous portons cette expérimentation depuis un peu plus d'1 an maintenant, puisqu'au sein du CCAS de la ville de Toulon, nous avions un SIAD et un service d'aide à domicile. Et c'est vrai, lorsque je suis arrivée et pris connaissance de ces services, je me suis posé la question de dire, mais enfin, la personne âgée, elle a besoin qu'on lui fasse son ménage, elle a besoin qu'on lui porte son repas. Et puis, de notre côté, il faut qu'on l'aide à prendre ses médicaments, il faut qu'on lui fasse ses pansements. Donc, pourquoi pas mettre un numéro d'appel unique et essayer de mettre en relation ces équipes autour de la personne âgée. C'est un petit peu la simplification sanitaire qu'on essaie de leur apporter avec un numéro unique. Alors, ça n'est pas facile parce que les personnes ont l'habitude de leur infirmière, donc elles veulent appeler leur infirmière libérale dont elles ont l'habitude, puis elles s'adressent à un service d'aide à domicile pour porter les repas. Donc c'est vrai qu'il y a toute une culture à développer et une information à faire passer. Mais en tout cas, c'est une expérimentation qui, à mon avis, devrait être l'avenir et qu'on pourra proposer à l'ensemble de la population. Juste un petit mot. Sur ces sujets-là, on est sur des sujets de coordination décloisonnée finalement. On a fait une expérimentation avec un fournisseur de logiciels très connu dans le monde sanitaire pour créer une sorte de Facebook du sujet âgé où finalement tous les intervenants avaient cette capacité à laisser de l'information, que ce soit sur les aidants naturels, les services d'aide à domicile et toute la partie sanitaire du médecin traitant, passant par le gériatre référent hospitalier, chacun avec une gradation dans le niveau d'information requis, mais qui permettait aussi d'anticiper une entrée aux urgences. Ça marche très très bien. Le porteur, celui qui structurait, pour votre information, c'était le prestataire d'aide à domicile, d'ailleurs. C'était lui qui avait la clé du Facebook. Et ça a très très bien marché, mais là on voit aussi les limites, et je me retourne évidemment vers les collègues de l'agence, les limites de ces déploiements expérimentaux de services, notamment la médiée digitaux en l'occurrence, qui marchent plutôt très bien, et de comment on arrive à les intégrer, mais finalement c'est toujours les éternelles questions. On sait expérimenter en France, mais on a du mal, lorsque ça marche, à se dire qu'on peut déployer. Donc c'est un vrai sujet. Du déploiement des innovations pour passer à des phases vraiment structurelles et des réorganisatrices dans nos activités. Oui, tout à fait. En sachant qu'il y a aussi derrière ces sujets la question très, très difficile du système d'information. Parce que ce qui manque le plus pour coordonner, c'est quand même l'autoroute. Et on est globalement en France, il y a eu de nombreux travaux qui ont été faits. Certaines régions ont été territoires santé numérique et ont bénéficié d'abondements importants. Et c'est un sujet extrêmement complexe où, alors, c'est vrai qu'on avance à petits pas. On va, entre autres dans le Var, mais dans d'autres départements de la région, expérimenter un système d'information coordonné à partir de fin 2019, mais il faut aussi, je pense, être conscient de l'extrême complexité de cette question DSI, parce que je pense du système d'information, pardon. Je pense qu'elle est absolument essentielle. Je voudrais juste rebondir pour dire une chose, c'est que les SAD ont un rôle, à notre avis, très important. Dans le cadre de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, qui est présidée par le CD et que l'ARS co-préside, les SAD peuvent déposer des projets de prévention et nous cherchons à les inciter, comme je vous l'ai dit
dit tout à l'heure, on les forme aussi au repérage de la personne âgée à risque de rupture. Les SAD ont une place très importante à prendre, même si c'est une thématique difficile, qu'il faut professionnaliser des agents, qu'il y a un turnover important. Je voulais le signaler. Merci beaucoup. On a le temps de prendre une dernière question. Bonjour. Laurence Gersach, je suis responsable d'un organisme de formation et justement, on nous demande de former sur le numérique beaucoup les personnes qui sont du SAP. Et les difficultés, les écarts que nous on constate en tant qu'organisme de formation, c'est que les personnes responsables des SAP ne sont pas encore dans un dispositif de SAD. Donc il y a déjà un gros écart sur le terrain, où on voit que entre l'ARS, la direction générale, eh bien, c'est très très difficile d'accompagner toutes ces structures qui ne sont pas très professionnelles des fois, c'est-à-dire qu'ils ont des directeurs qui ne sont pas réellement formés, et on a un gros travail, ne serait-ce que pour former les personnes dans l'administration et dans le management. Vous savez ce que je faisais? J'étais en train de me tourner vers Jean-Paul Faure en lui disant, alors ça, je pense qu'on parle des SAD, vous parlez des SAD qui ne sont pas prestataires, mais mandataires, gré à gré de tous les services à la personne? Oui, enfin, ceux qui ont encore l'agrément qualité et qui sont en SAP, ils n'ont pas fait encore les audits, donc ils sont encore agréés pendant quelques temps et ils ne sont pas passés en SAD encore. Hein. Oui, je pense que c'est une question qui est beaucoup plus globale sur le secteur de l'aide à domicile. Hein. Aujourd'hui, les départements ont récupéré les services d'aide à domicile à travers les autorisations. Sur le département, il y a près de 150 SAD qui viennent d'être autorisés. Et donc, il y a vraiment un gros travail à faire, à la fois de professionnalisation de ces SAD sur le département, de financement et d'aide à la prévention de la perte d'autonomie. Donc, voilà, c'est un sujet qui est vraiment très, très difficile pour nous et qu'on envisage dans le cadre du nouveau schéma. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de départements essaient de remettre à plat le type de financement des services d'aide à domicile. Et j'en parlais au tout début, je crois que c'est aussi lié à une meilleure lisibilité du financement de la dépendance. À travers ce financement-là, peut-être qu'on pourra avoir les réponses. Alors, je ne sais pas si je suis assez clair par rapport à votre question, mais oui, je crois que c'est quelque chose qui s'envisage vraiment très globalement. On en a tous conscience. Alors là, je vais prendre une casquette de conseiller au conseil régional auprès de Renaud Muselier. Il y a une opération d'intérêt régional qui s'appelle Silver Economy, qui a été lancée par le conseil régional, et notamment sur la création d'un campus de formation sous l'égide du conseil régional sur ces métiers d'aide à la personne et de lien avec la digitalisation d'ailleurs, puisque c'est très marqué innovation numérique, et avec le pôle d'aide à la personne qui travaille avec nous sur le territoire régional. Et d'ailleurs, la structuration se fera évidemment, puisque les partenaires clés sont les 6 départements, avec l'ensemble des collectivités départementales. Donc c'est un sujet qui est très, très suivi et très identifié comme étant prioritaire par le conseil régional, qui a entre autres dans ses prérogatives la formation. Bien, merci infiniment à tous d'avoir participé à cette première table. Serge, un petit mot de synthèse pour conclure. Alors, on va s'éviter de conclure vu le sujet. Et la conclusion, c'est qu'on n'a pas terminé. Hein, et qu'on n'a pas fini d'en chier. Voilà, ça c'est un élément majeur. Je trouve que ce qui a été dit derrière, l'histoire de le système de santé, de soins a complètement changé et n'a pas fait encore totalement sa révolution. Grey's Anatomy, c'est super pour regarder à la télévision, mais dans la réalité, il faut plutôt du care, c'est-à-dire des gens qui accompagnent à tous les niveaux. Et dans cette notion de care, de gens qui accompagnent à tous les niveaux, on a bien 2 enjeux. On a celui des métiers, des personnes qui font ces métiers. On a un problème de recrutement, on a un problème de formation, on a un problème de valorisation, on a un problème de paiement. Rien que ça. Voilà. Mais dans une société où il y a 6 millions de chômeurs, il y a peut-être aussi des enjeux pas idiots autour de tout cela. Et puis l'autre élément, c'est comment les personnes elles-mêmes sont à la fois plus écoutées, plus en co-construction, mais qu'aussi leurs proches puissent aussi mieux intervenir, y compris d'ailleurs, parce que parfois il y a des choses qui peuvent être faites par les proches,
plutôt que par une structure en haut, et ça sera mieux fait et ça coûtera beaucoup moins cher. Donc on voit bien qu'on est sur plein de choses là un petit peu compliquées, mais il y a la question des normes, il y a la question, oui, mais c'est qui décide, oui, mais c'est quoi les assurances. Voilà, on voit qu'on a beaucoup de choses, mais que la première des économies, finalement, c'est une économie organisationnelle. La première des innovations, plutôt qu'il y a 1 milliard de nouvelles technologies, machin, parfois c'est juste, tiens, si Tartampion et Tartampouille se parlaient, waouh, l'innovation! Un truc de fou, quoi. Voilà. Donc parfois c'est juste ça, mais qu'est-ce que c'est dur. Voilà. Alors nous ce matin on a fait ça, on a parlé, et donc on va continuer de parler. Alors d'abord on a une petite pause, on se retrouve donc à 11h15 précise, donc à tout de suite.